Pourquoi est-elle ici? La voix de ma mère sifflait dans le grand hall, glaciale et tranchante comme une lame tranchant directement dans ma poitrine. Mon père n'a même pas pris la peine de se retourner. Ma sœur, Vanessa, se tenait à côté de lui, les bras croisés, les lèvres retroussées en un sourire narquois mi-mépris mi-amusement. Personne n'a prononcé mon nom, pas un seul regard ne m'a reconnu comme une personne avec un visage, un passé ou des sentiments. Ma simple présence a suffi à les faire détourner tous les trois, comme si j'étais quelque chose de sale, de déplacé et qui devait être immédiatement retiré. Je me souviens encore du jour où ils m'ont expulsé de la maison. C'était l'hiver, l'année où je venais d'avoir 17 ans. Le sol était gelé, le vent coupait comme des couteaux et je frissonnais devant le manoir de style colonial que j'avais autrefois appelé chez moi. Dans ma main se trouvait un sac à dos déchiré rempli de quelques vieux vêtements et de 14,82 $. Il n'y a pas eu de chance, pas de câlin d'adieu. Personne ne m'a fait sortir. Ma mère, mère toxique, se tenait derrière le rideau, un verre de vin rouge à la main, les yeux vides, comme si j'étais une dette enfin payée. Mon père, père lointain, n'a dit qu'une seule phrase, « Tu es grande maintenant, Amélia. Va prendre soin de toi. » Tout s'est passé en quelques minutes. Personne ne m'a demandé où j'allais, personne ne m'a demandé si j'avais un endroit où dormir, pas même si j'avais assez d'argent pour dîner. Vanessa se tenait en bas des escaliers, téléphone à la main, me filmant pendant que je portais mon sac vers la porte comme s'il s'agissait d'une forme de divertissement malsaine. Elle avait 3 ans de moins que moi, l'enfant en or aux yeux de mes parents ont toujours raison, toujours aimé, toujours pardonné et moi, juste une ombre sur la touche. Je suis parti de la maison sans me retourner. J'avais peur que si je le faisais, je supplierais, mais je m'étais promis de ne jamais m'agenouiller devant des gens qui me traitaient autrefois de déception vivante. Cette nuit-là, j'ai marché près de 8 km jusqu'au centre-ville de Fairview, où un dépanneur ouvert 24h24 et 7j7 est resté ouvert. Je me suis recroquevillé derrière un vieil arrêt de bus, enveloppé dans un fin sweat à capuche. Le vent hurlait à travers les fissures des briques, me transperçant la peau comme du verre. J'avais mal au ventre à cause de la faim et chaque respiration me brûlait la poitrine, mais je n'ai pas pleuré. Je ne pouvais pas, les larmes gèleraient avant d'atteindre mes joues. Le lendemain, j'ai erré dans les rues à la recherche d'un endroit où loger. L'église était fermée, le centre communautaire surpeuplé. J'ai essayé de trouver un emploi dans une boulangerie, un café, personne n'embaucherait une fille sans adresse, sans numéro de sécurité sociale, sans pièce d'identité. Mon estomac grondait si fort que les gens se tournèrent vers moi. Cette deuxième nuit, j'ai dormi derrière une benne à ordures, derrière MC Kinley's de lit. La seule chaleur provenait du conduit d'évacuation de la cuisine. Mes vêtements sentaient la graisse et la viande brûlée, mais au moins je ne suis pas mort de froid. Je me blottis dans mon manteau, serrant mon sac à dos comme s'il contenait le dernier morceau de mon enfance. Chaque bruit m'a fait sursauter, une voiture, une porte métallique, un chien qui aboie. Je savais que je pouvais être volé, agressé ou pire, mais je n'avais pas d'autre choix. Le 3e jour, j'ai essayé de trouver un emploi dans une station de lavage de voitures, mais le directeur m'a regardé de haut en bas et m'a dit « Nous n'embauchons pas de stray ». J'ai senti mon visage rougir, mais j'ai gardé mon sang-froid. J'avais l'habitude d'être méprisé. Cette nuit-là, je suis retourné derrière MC Kinley's, mais quelqu'un d'autre avait déjà revendiqué la place, un sans-abri dormant avec une bouteille vide dans les bras. Je n'osais pas m'approcher. Je me suis dirigé vers l'arrière d'un petit restaurant appelé Ruby's Grill. La porte arrière était légèrement ouverte et une lumière jaune chaude s'en échappait. Alors que je jetais un coup d'œil à l'intérieur, une voix m'a appelé « Qu'est-ce que tu fais ?» J'ai sauté. Une femme d'âge moyen se tenait devant moi, cheveux bruns bouclés, tablier recouvert de fleurs, tenant une louche à long manche. Elle ne me regardait pas comme une étrangère. Elle avait l'air de m'avoir vu bien avant que je frappe. J'étais sans voix, mais avant de pouvoir me retourner pour partir, elle a dit « Si vous prévoyez de dormir derrière ma cuisine, vous pourriez aussi bien nettoyer le sol d'abord. » Je me suis figé. Ensuite, je l'ai fait. Elle s'appelait propriétaire du dîner, propriétaire du restaurant, la première personne en 3 jours d'enfer qui me regardait comme un être humain. Ruby ne m'a pas demandé d'où je venais ni exigé de réponse. Elle m'a tendu une vadrouille, puis m'a fait signe d'un plateau de nouilles sautées au poulet sur le comptoir. Manger d'abord, puis travailler. J'ai mangé chaque bouchée, puis j'ai nettoyé jusqu'à minuit. Quand j'ai fini, elle a montré la salle de stockage arrière. Il y a un vieux matelas dans le coin. Pas le plus propre, mais meilleur que le sol.
J'ai hoché la tête, cachant les larmes qui menaçaient de couler. Pour la première fois depuis 3 jours, j'ai eu un repas chaud et un endroit où dormir sans rat. J'ai passé mon sweat à capuche par-dessus ma tête, je me suis allongé sur le matelas raide et j'ai expiré lentement. Personne ne savait où j'étais. Ma famille était probablement en train de dîner dans une pièce chauffée près de la cheminée pendant que moi, narratrice, je dormais à côté d'une pile de boîtes de rangement dans un petit restaurant. Mais j'étais en vie et je n'allais pas m'effondrer. Le lendemain matin, je me suis réveillé au son des casseroles qui claquaient et à l'odeur du bacon croustillant qui remplissait la cuisine. Mon corps me faisait mal, mes yeux me piquaient, mais la sensation d'être allongé sur quelque chose de réel au pas de béton froid me donnait envie de retenir ce moment encore un peu. Pourquoi es-tu encore allongé là? Lève-toi et passe la serpillière. La voix de Ruby résonnait, aiguë et bourrue, comme si elle avait été cuisinière dans une base militaire pendant 20 ans. Je me levai d'un bond, failli trébucher sur la couverture emmêlée autour de mes jambes. Mais au lieu de me gronder, elle m'a simplement jeté un rapide coup d'œil et a lancé une serpillière dans ma direction. Mettez-vous au travail. Mangez plus tard. J'ai lavé les sols, lavé la vaisselle, sorti les poubelles, transporté les cartons sans arrêt du matin jusqu'au départ du dernier client, juste avant minuit. Tout mon corps me faisait mal, comme s'il s'effondrait, mais pour la première fois de ma vie, je me sentais utile. Au bout de 3 jours, Ruby m'a remis une vieille chemise d'uniforme délavée et une étiquette nominative en plastique craquelé. Amélia. Assistante de cuisine. Les larmes me montèrent aux yeux, non pas parce que c'était beau, mais parce que pour la première fois, j'avais un nom, un rôle. Même si c'était petit, Ruby ne disait pas grand-chose, mais ses yeux me suivaient toujours quand je dégoulinais de sueur après avoir porté 10 assiettes à la fois ou quand mes mains devenaient rouges après avoir frotté la vaisselle dans de l'eau chaude sans gants. Elle laissait tranquillement une serviette ou une boîte de pansements sur l'étagère. Pas de compliments, mais je savais qu'elle me voyait. « Tu n'es pas un mauvais enfant », a dit un jour Ruby pendant que j'épluchais des pommes de terre. « Tu viens d'être expulsé du nid plus tôt que la plupart. » J'ai vécu au Ruby's Grill pendant près d'1 an, travaillant 2 équipes par jour, parfois 3. Les pourboires n'étaient pas nombreux, mais j'ai économisé chaque centime. J'ai arrêté de fumer, j'ai arrêté d'acheter des bonbons et j'ai même arrêté de dormir juste pour pouvoir me payer des cours du soir pour mon GED. J'étudiais dans la salle de stockage après mes quarts de travail en utilisant les livres de la bibliothèque. Certaines nuits, je m'endormais à table, le stylo toujours à la main. Mais chaque fois que je me souvenais que ma mère me traitait de fardeau, je serrais le stylo plus fort. Quand j'ai eu 18 ans, j'ai réussi le GED. Ruby ne m'a pas serré dans ses bras ni applaudi. Elle a simplement posé un petit cupcake avec une bougie vacillante sur la table et a dit « Félicitations. Maintenant, ça commence. » J'ai pleuré. J'ai pleuré comme la pluie cette nuit-là, non pas d'émotion mais de sentiment de vie. J'ai postulé au Central Oregon Community College, avec une spécialisation en commerce. Je savais que je ne pourrais pas faire la vaisselle pour toujours. J'avais besoin de comprendre l'argent, les contrats, comment gérer une entreprise comme Ruby le faisait depuis 30 ans. Quand j'ai été accepté, j'ai failli crier de joie. Ruby, comme d'habitude, est restée calme et m'a lancé un anneau de vieille clé. Le cellier ne suffit plus. Emmène la pièce libre à l'étage. Tu en auras besoin pour étudier correctement. Je ne savais pas comment la remercier. Ruby n'a jamais dit qu'elle s'en souciait, mais elle m'a donné une maison, un travail et, surtout, une seconde chance. J'étudiais le jour et travaillais la nuit. Certains jours, je ne dormais que 3 heures, mais je ne m'arrêtais pas. Je ne me permettrais pas de me relâcher. Je portais en moi une rage tranquille contre mes parents, contre Vanessa et contre la façon dont le monde me regardait autrefois comme si j'étais une poubelle. 2 ans plus tard, j'ai obtenu mon diplôme parmi les 5 premiers de mon département. Lors de la cérémonie, je portais une robe bleu marine et une casquette tremblante alors que je traversais la scène. Aucune famille n'est venue, personne n'a pris de photos, mais je l'ai enregistré et je l'ai regardé encore et encore, en me rappelant, tu as réussi. Amelia, j'ai postulé pour une bourse complète au Portland Business Institute et, à la surprise générale, j'y suis arrivé. Quand je suis arrivé à Portland, j'avais exactement $68 en poche et un cahier rempli de rêves. Je partageais une chambre avec 3 inconnus, je servais à table le week-end et j'étudiais de l'aube à minuit. J'ai postulé pour tous les stages que j'ai pu trouver, des laiteries biologiques aux fournisseurs de produits alimentaires hospitaliers. Puis l'occasion s'est présentée. On m'a proposé un stage chez Neutre Medic,
une start-up développant une nutrition médicale pour les patients atteints de cancer. Ce n'était pas rémunéré, mais j'ai tout appris, image de marque, sourcing de fournisseurs, négociation de contrats. J'ai pris des notes à chaque réunion, posé des questions au personnel de l'entrepôt au PDG. 2 ans plus tard, j'ai obtenu mon diplôme parmi les premiers de ma promotion avec une idée que je portais depuis des années, une marque de nutrition médicale pour les personnes ayant des besoins particuliers, patients cardiaques, diabétiques, convalescence post-opératoire. Je l'ai nommé Reclin parce que je savais ce que signifiait tout perdre et tout reprendre. J'ai contracté un petit emprunt auprès d'un fonds pour jeunes entrepreneurs, j'ai ajouté mes modestes économies et je suis reparti de zéro. J'ai emballé chaque boîte de produits à la main, je les ai livrés sur mon vélo et je les ai diffusés en direct tous les soirs pour promouvoir leurs avantages. Il a fallu 3 ans pour que Reclin attire l'attention, mais lorsqu'il l'a fait, il s'est répandu comme une traînée de poudre sur un champ sec. À l'âge de 25 ans, Reclin gagnait 5 millions de dollars de revenus par an. 1 an plus tard, l'entreprise était valorisée à près de 20 millions de dollars. Après notre premier cycle d'investissement, j'ai signé des accords de distribution avec le plus grand réseau hospitalier du nord-ouest du Pacifique, et Reclin est devenu un incontournable de la nutrition clinique. Lorsqu'un journaliste m'a demandé le secret de mon succès, j'ai juste souri. Cela a commencé avec une vadrouille et une personne qui ne m'a pas demandé qui j'étais. Je n'ai pas oublié ces nuits froides derrière le restaurant, le bruit de la porte de mon père qui se ferme ou les yeux remplis de mépris de ma mère. Mais je n'ai pas non plus oublié l'odeur des tartes cuites par Ruby, cette première vadrouille, ni le regard dans ses yeux lorsqu'elle m'a vu traverser cette étape de remise des diplômes. J'ai survécu. Je me levai. Je suis devenu quelqu'un qu'il n'aurait jamais cru pouvoir être. L'odeur du vin, des parfums coûteux et des orchidées blanches remplissaient la salle de bal de l'Ashbury Grand Hotel. Les lustres en cristal projetaient une lueur sur ma robe de soirée bordeaux, créant exactement le genre d'éclat froid que je souhaitais. Parce que ce soir, je n'assistais pas seulement à une fête de fiançailles. J'étais présent d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginé pouvoir l'être. 9 ans, 3385 jours depuis la nuit où ils m'ont jeté dehors comme un chien errant, et maintenant j'étais de retour, marchant sur les sols en marbre parmi la foule bien habillée, comme si je n'avais jamais été brisé, comme si je n'avais jamais dormi sous la cuisinière d'un restaurant. La musique s'est arrêtée d'un seul coup. Les premiers yeux que j'ai croisés n'étaient pas ceux de ma mère ou de Vanessa, mais ceux de fiancé de Vanessa, le fiancé de ma sœur. Il resta figé, un verre de champagne tremblant dans sa main, la bouche légèrement entr'ouverte, comme s'il venait de voir un fantôme du passé. Je lui fis un léger sourire, aussi froid qu'au début de l'hiver. « Oh, regarde qui a décidé de débarquer, ma mère, mère toxique, dit. » Sa voix claqua comme un fouet à travers le couloir. La fille a vraiment trouvé son chemin ici. Tous les regards se tournèrent vers moi. Vanessa, le diamant très scintillant dans les yeux de ma mère, portait une robe de fiançailles blanc crème, son bras enroulé autour de celui de Lucas, son visage levé comme une reine de 20 ans. « Tu n'es pas sur la liste des invités, siffla-t-elle, sa voix s'élevant au-dessus des murmures. « Sortez avant de gâcher ma fête de fiançailles. » Je n'ai pas dit un mot. Le claquement sec de mes talons résonna sur le sol en marbre alors que je m'avançais. Chacun sonne comme un compte à rebours. Richard, l'homme légalement enregistré comme mon père, se tenait près du bar. Il m'a jeté un coup d'œil une fois, puis s'est détourné, sirotant son verre comme si je n'étais rien de plus qu'une mouche dans son champ de vision. Parfait. Toujours la même vieille famille, arrogante, malhonnête et tellement assurée que je serais pour toujours ce pitoyable jeune de 17 ans qu'ils ont laissé dans la neige. J'ai regardé directement Vanessa. Je n'ai pas cligné des yeux. Surpris de me voir ? Dis-je d'une voix calme, comme un couteau sortant de son fourreau. Qu'est-ce que tu fais ici ? Vanessa rit avec dédain. Vous cherchez de la nourriture gratuite ? Quelques invités à proximité ont commencé à chuchoter. J'ai vu une jeune femme jeter un coup d'œil à son amie, la main sur la bouche. Certains hommes plus âgés cessèrent de sourire et se penchèrent pour écouter. Répondis-je en sortant de ma pochette une enveloppe noire scellée à la cire rouge. Je l'ai remis à Lucas. Parce que tu mérites de savoir avec qui tu vas épouser. Lucas le prit, confus, mais l'ouvrit quand même. Alors que ses yeux parcouraient le contenu, j'ai vu la couleur disparaître de son visage. Sa mâchoire se serra, ses doigts serraient l'enveloppe jusqu'à ce qu'elle se froisse presque. Vanessa, dit-il, chaque mot étant forcé entre ses dents. Dis-moi ce que c'est. C'est juste des conneries qu'elle a inventées, cria Vanessa en essayant de lui arracher le papier des mains.
J'ai croisé les bras. C'est un relevé de notes de l'école de médecine de l'État de l'Oregon. Il indique clairement que sœur cadette a abandonné ses études en 2e année, n'a jamais obtenu son diplôme, et encore moins est devenue médecin. La pièce éclata. Des halètements, des murmures stupéfaits et même quelques rires moqueurs remplissaient l'air. Les yeux de ma mère se plissèrent, comme si elle voulait me brûler vive sur place. Elle s'avança, tirant Vanessa derrière elle. Sa voix était comme des aiguilles. Ça suffit. Nous n'avons plus besoin d'entendre parler de ces cochonneries. Tu n'as pas le droit d'être ici, Amelia. Je l'ai regardé droit dans les yeux et lui ai fait un doux sourire. Tu devrais savoir quelque chose, maman. Je ne parle jamais à moins d'avoir des preuves. J'ai lentement mis la main dans ma pochette. Il s'agit d'un scan certifié du bureau administratif de l'université, signé et scellé. Lucas regarda Vanessa comme s'il ne la connaissait pas. Il retira la bague de fiançailles, les mains tremblantes. Tu m'as menti sur tout. C'est juste que, je ne voulais pas que tu penses que j'étais un échec, cria Vanessa en lui attrapant le bras. Je pensais que tu étais réel, dit Lucas en s'éloignant. Mais tu n'es qu'une copie entraînée par ta mère depuis ta naissance. Ma mère a essayé de rester calme, mais j'ai vu son cou se tendre, son pouls se contracter sous sa peau. Je me suis tourné vers Richard, toujours là, silencieux, toujours sans rien dire, toujours en me détournant quand les choses tournent mal, tout comme tu l'as fait il y a 9 ans. Il n'a pas répondu. Il resserra simplement sa prise sur son verre jusqu'à ce qu'il se fissure. J'ai levé le menton et scruté la somptueuse salle de bal, cet espace que ma famille croyait autrefois digne d'un mariage parfait. Le parfum coûteux ne pouvait pas masquer la puanteur des mensonges pourris, des robes en satin, des costumes sur mesure, des faux sourires juste des masques sur une famille pourrie de l'intérieur. Tu devrais être reconnaissant, dis-je, ma voix comme le vent glissant sur une vitre, parce que ce soir, ce n'est que le début. Vanessa a failli le perdre. Elle se jeta sur Lucas pour attraper les papiers, mais il recula comme si elle venait de lui donner un coup de poing dans le ventre. Je n'ai pas bougé. Je restais immobile, tenant un verre de jus d'orange, froid, acidulé et symbolique de ce moment précis. Tu penses que des bouts de papier sans valeur peuvent me détruire? Vanessa a crié, le visage rouge, les cheveux ébouriffés. Je suis stagiaire à Sainte-Hélène. Toute la ville le sait. J'ai souri, puis j'ai lentement mis la main dans ma pochette, cette fois en sortant une élégante clé USB noire. Je l'ai tenue comme si c'était un bijou rare. Eh bien, voyons qui ment, d'accord? La pièce devint complètement silencieuse. Les murmures se sont évanouis. Quelques invités posèrent leurs lunettes, les yeux rivés sur moi. Cette clé USB, dis-je clairement, sont des enregistrements complets de la correspondance entre Déborah et Père Distant et le directeur académique de l'école de médecine de l'Oregon, y compris des emails, des relevés de notes numérisés et, plus particulièrement, une petite offre de dons pour dissimuler l'expulsion de leur fille pour plagiat. Lucas se figea. Tu es sérieux? J'ai hoché la tête. Aucune autre explication n'est nécessaire. Il se tourna vers Vanessa, la voix brisée. Tu m'as regardé dans les yeux et tu m'as dit que tu étais en résidence et que tu aurais ton certificat dans quelques mois. Tu as juré sur la tombe de mon grand-père. Tu te souviens? Vanessa ne répondit pas. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun mot n'en sortit. Juste des lèvres tremblantes et des yeux fous parcourant la pièce. Les mêmes personnes qui autrefois la flattaient se tenaient désormais à quelques pas, comme si elles avaient peur d'attraper quelque chose de contagieux. Ma mère avait désormais retrouvé un peu son calme. Elle s'avança, sa voix froide comme l'acier. Ça suffit, Amelia. Cette petite performance est allée trop loin. Que veux-tu? De l'argent? De la gloire? Des excuses? Je l'ai regardée comme si elle était une statue en bois pourrissant essayant de se tenir debout dans un ouragan. Puis j'ai ri ni par colère, ni par tristesse, juste par pur mépris. Tu ne comprends toujours pas, n'est-ce pas, maman? J'ai dit. Je ne veux pas d'excuses. Je veux que la vérité éclate, et tu sais très bien que je n'ai même pas commencé. Je suis monté sur la petite scène au centre de la salle de bal, celle où le groupe avait arrêté de jouer à cause du chaos. J'ai regardé autour de moi, croisant les yeux d'une personne à la fois, puis j'ai élevé la voix. Au cours des 10 dernières années, la Family Health Clinic, sous le nom de Père Lointain, a soumis des centaines de réclamations d'assurances frauduleuses, des dossiers médicaux falsifiés, des ordonnances inutiles et même de fausses visites de patients pour empocher des centaines de milliers de dollars auprès des compagnies d'assurance.
Un grand cri retentit du fond de la pièce. Le directeur de l'hôpital Sainte-Hélène, celui-là même où Vanessa s'était autrefois vantée de sa résidence, s'est levé d'un coup. « Voulez-vous parler de la clinique de la rue Maple ?» demanda-t-il d'une voix basse et glaciale. J'acquiesçai, les yeux fixes. « C'est exact. Et ceci, ai-je montré la clé USB, contient tout, des relevés bancaires, des emails internes, des factures, et même des enregistrements audio de réunions au cours desquels monsieur a expliqué au personnel comment contourner les règles pour réaliser des bénéfices. » Le visage du directeur de l'hôpital est devenu cramoisi. Il tourna la tête vers Richard, d'une voix aiguë de fureur. « Vous avez utilisé mon hôpital comme façade. Vous m'avez dit que votre fille était pleinement qualifiée pour exercer la médecine, qu'elle avait été sérieusement formée. » Richard essaya de dire quelque chose, mais personne ne l'entendit. Elle fut noyée par la colère bouillante du directeur de l'hôpital. Il se tourna vers son assistant. « Soyez juridique en ligne maintenant. Je veux des avocats ici avant de quitter cette pièce. » Ma mère est devenue pâle. Elle s'est précipitée et a attrapé mon poignet en chuchotant violemment. « Amélia, essaies-tu d'enterrer cette famille vivante ?» J'ai incliné la tête et me suis penché près de son oreille. « Non. Je nettoie juste les ordures que tu as laissées derrière toi. » J'ai libéré mon bras. Puis, de ma pochette, j'ai sorti une deuxième clé USB, celle-ci argentée, estampillée du logo IRS. Et enfin, ai-je annoncé, l'acte le plus excitant de ce soir. Au cours des 10 dernières années, vous avez utilisé mon identité pour commettre une fraude fiscale. Sous-déclarer mes revenus personnels, éluder les impôts fédéraux, même ouvrir des comptes de crédit à mon nom. Ceci, de la part des mêmes personnes qui ont déclaré un jour que je ne faisais plus partie de cette famille. La pièce se figea. Une femme toussa avec son champagne. Un homme s'est effondré sur sa chaise, comme s'il venait d'assister à une condamnation à mort. J'ai fait tourner la clé USB entre mes doigts, son éclat métallique captant la lumière du lustre comme une balle d'argent dans un conte de fées sanglants. J'ai soumis tout cela à l'IRS il y a 3 semaines, dis-je calmement, et j'ai été informé qu'une enquête formelle avait été ouverte il y a 2 jours. Richard s'effondra sur une chaise. Déborah est devenue blanche comme un fantôme. Vanessa était maintenant par terre, sa robe de mariée retroussée, du rouge à lèvres barbouillé. Lucas se tenait là, les observant en 3 personnes qui symbolisaient autrefois la famille parfaite, maintenant en ruine comme les ruines d'un château tombé. Je descendis de scène, mon regard traversant une dernière fois la foule. Si jamais tu pensais pouvoir m'enterrer, tu aurais dû t'assurer que je ne puisse pas m'en sortir. Dommage, j'ai souri. Je ne suis pas mort. Je suis revenu et j'ai amené l'enfer avec moi. Personne n'a bougé. Le temps lui-même semblait se figer. Tous les yeux étaient fixés sur moi, la fille qu'ils avaient effacé des histoires, des photos, des présentations. Et maintenant, je me tenais au centre, ne mendiant pas une place à leur table, mais la brûlant jusqu'au sol. Le premier bruit qui brisa le silence ne fut ni une protestation ni un déni. C'était le piétinement lourd des chaussures de ville sur le marbre, délibéré et contrôlé. 2 agents de sécurité en costume noir sont entrés par la porte latérale, suivis par un agent du IRS en uniforme complet. L'insigne poli sur sa poitrine brillait comme un clou scellant le cercueil de la grande illusion de ma famille. « Monsieur. Père distant ennemi 6 mère toxique », résonna la voix de l'officier, claire, neutre, définitive. Richard lutta pour se lever, la main agrippée au dossier de sa chaise, les yeux perdus, comme s'il ne pouvait pas croire que c'était réel. Déborah essaya de se ressaisir, mais la panique dans ses yeux et le tremblement dans sa voix la trahissaient. « C'est une erreur. Nous sommes les victimes ici. Tout est à cause d'elle », m'a-t-elle pointé du doigt, presque en hurlant. C'est elle qui invente ça. Elle est mentalement instable. Elle est obsédée. L'officier n'a même pas scié. Il sortit un épais dossier et le tapota avec son annulaire. Nous avons plus de 30 pages de documentation, déclarations fiscales frauduleuses, comptes offshore dans les îles Caïmans et 14 plaintes de patients de la Family Health Clinic. Ce n'est pas une erreur. Cette phrase a été le dernier clou du cercueil. Les 2 agents de sécurité se sont avancés, l'un posant une main sur l'épaule de mon père, l'autre faisant signe à ma mère de poser son sac à main. « Vous ne pouvez pas nous faire ça !» Déborah a crié. « Nous sommes des gens de statut. Nous avons un. Votre avocat vous attendra au commissariat fédéral, » répondit l'homme en costume,
d'un ton plus froid que la glace. Richard n'a pas résisté. Pour la première fois de la nuit, il m'a regardé, et ses yeux, autrefois remplis de dédain et de froide indifférence, étaient maintenant consumés par la peur. Le genre de peur qui survient lorsque tout ce que vous croyez intouchable commence à disparaître. Sa réputation, son pouvoir et l'illusion que sa fille aînée avait disparu à jamais. Je n'ai pas cligné des yeux alors qu'ils étaient escortés devant les rangées de tables de banquet, à travers les regards dégoûtés de ceux qui s'inclinaient autrefois devant eux. Certains se sont détournés, d'autres ont levé leur téléphone, mais personne ne s'est avancé pour les défendre. Pas une seule personne. Vanessa était toujours par terre, sa robe de mariée tordue et froissée, son maquillage taché comme un tableau délavé par la pluie. Elle se tenait la tête, tout son corps tremblait. Elle ne criait plus. Elle n'a pas nié, ni ricané. Tout ce qui restait était un désordre brisé, exposé, mis à nu devant tout le monde. Lucas se tenait à quelques pas, les yeux froids comme de l'acier. Sans un mot, il retira doucement la bague de fiançailles de son doigt et la laissa tomber devant elle. L'anneau roula plusieurs fois avant de se poser au milieu de la dentelle froissée. La lumière du lustre rebondissait sur le métal, mais elle n'avait plus aucune valeur. Lucas, murmura Vanessa en levant les yeux. Je ne pensais pas que ça irait aussi loin. J'avais tort. Je suis désolé. S'il te plaît, ne me quitte pas. Désolé, répéta Lucas, la voix rauque. Vous m'avez menti, ainsi qu'à ma famille. Vous avez trompé un hôpital et utilisé votre nom pour gagner la confiance de tout le monde, et maintenant vous vous excusez? Vanessa rampa vers lui, sa robe traînant comme le cadavre d'un cygne dans un grand bal qui avait mal tourné. Mia, s'il te plaît, sanglota elle, la voix brisée. Tu es ma sœur. Tu sais que je ne le voulais pas. C'était maman. Elle m'a fait. Je n'avais pas le choix. Je l'ai regardée, celle que notre mère appelait autrefois la seule fierté de la famille, celle qui riait quand j'étais expulsé, qui filmait cela pour Internet comme si c'était une mauvaise blague. Maintenant, elle était à genoux, les bras tendus, implorant un fil pour l'empêcher de se noyer. Tu n'avais pas le choix. Répétai-je, ma voix à peine au-dessus d'un souffle. Et moi? 9 ans. En ai-je eu un? Vanessa fondit en larmes, des traînées noires de mascara glissant sur ses joues. Je suis désolé. Je ferai n'importe quoi. Je m'agenouillerai devant toute cette ville si c'est ce qu'il faut pour que tu me pardonnes. Je me suis penché, je l'ai regardé droit dans les yeux, ses yeux autrefois confiants et brillants qui me regardaient comme une poubelle. Pardon? J'ai laissé échapper un petit rire et j'ai secoué la tête. Non, Vanessa. Le pardon n'est pas quelque chose que l'on demande, et ce n'est pas quelque chose que je dois donner. Je me suis détourné, la laissant tremblante sur le sol alors que je me dirigeais vers la sortie. Des murmures s'élevaient derrière moi comme les vagues de l'océan. La foule s'écarta pour laisser place, comme si j'étais une tempête qui venait de ravager la pièce. Je n'ai pas regardé en arrière, ni vers ma mère, ni vers mon père, ni vers ma sœur, parce que c'était fini. Et je n'étais pas revenu pour les sauver. Je suis revenu pour en finir. Je suis sorti de l'Ashbury Grant à 22h12 exactement. Le vent de décembre me fouettait le visage, froid, mais pas aussi âpre que cette nuit d'il y a 9 ans, où je me tenais devant leur maison sans rien dans les mains. Cette fois, je n'ai pas frissonné. Je ne me suis pas recroquevillé. J'avançais, la tête haute, chaque pas stable, comme si j'écrasais les cendres du passé sous mes talons. Les lumières de la ville se répandaient sur le trottoir comme une peinture abstraite, et au milieu de toute cette lueur, j'ai senti une étrange paix s'installer en moi. Un SUV noir attendait sur le trottoir. La fenêtre s'abaissa, révélant un visage familier et un sourire en coin. « Tout est terminé ?» demanda à mi-proche, sa voix douce comme la brise nocturne. J'ai ouvert la portière et me suis glissé sur le siège passager, plaçant ma pochette sur mes genoux. « Ouais, dis-je en serrant ma ceinture de sécurité. C'est fini. » Ami proche n'a pas demandé de détails. Il n'en avait pas besoin. Il était le seul à tout savoir, tous les relevés bancaires que j'avais rassemblés au fil des années, chaque nuit où je restais éveillé pour revoir de vieux documents, chaque instant où je luttais entre le pardon et la révélation de la vérité. Il était là tranquillement, comme un réverbère à un carrefour, ne me poussant jamais dans un sens ou dans l'autre, mais brillant toujours juste assez pour que je voie que je n'étais pas seul. Il m'a regardé pendant un long moment, puis a haussé un sourcil avec son esprit calme et sec. Alors, et maintenant? Tu veux boire? Danser sur une table?
Ou brûler la robe de mariée de ta sœur? J'ai éclaté de rire, un vrai rire, pas le rire froid et moqueur de tout à l'heure, mais un vrai rire, sortant de ma poitrine, léger et clair comme le premier son après un long et sombre rêve. Gâteau, dis-je, les yeux toujours pétillants. Je veux un gâteau. Une grosse tranche de quelque chose de sucré avec du glaçage, du chocolat et beaucoup de fraises. Gâteau.